En 1986, Sean Sears, âgé de 16 ans, est rentré chez lui à Oklahoma City et a découvert sa mère et son beau-père assassinés par arme à feu. Lorsque la police est arrivée, Sean a pointé du doigt tous les indices suggérant qu'une effraction et un cambriolage avaient eu lieu, au cours desquels ses parents avaient été tués. Cependant, il n'a pas fallu longtemps avant que les enquêteurs ne commencent à douter de son récit. Lorsque la vérité éclaterait, un autre meurtre totalement distinct serait également résolu. Bienvenue sur la chaîne YouTube Chronique des Charges. Avant de commencer l'histoire, je vous invite à vous abonner à nos 3 chaînes. Merci. Sean Sears est né le 18 mai 1969 à Corker, en Californie, de Jason et Vonda Sears. Jason et Vonda se sont mariés très jeunes et Sean est né peu de temps après le 16e anniversaire de sa mère. Jason, artiste au tempérament détendu, a eu du mal à s'adapter à la vie de famille, aux responsabilités envers son épouse et aux soins d'un nouveau-né. Dès 1972, Jason et Vonda se sont séparés. Vonda a alors déménagé avec Sean en Oklahoma, son état natal. Sans expérience professionnelle, elle a trouvé un emploi dans des fast-food et des restaurants situés sur des aires de repos pour routiers, se débrouillant avec un salaire suffisant pour un petit appartement à Mallister et pour offrir à son fils tout ce dont il avait besoin. En 1974, Vonda a rencontré un homme nommé Paul Léon Bado, plus connu sous le nom de Lee. Il avait 11 ans de plus qu'elle, était divorcé et avait 2 enfants issus d'un précédent mariage qui vivaient avec leur mère. Lee était un ancien membre des Bérets Verts et avait servi au Vietnam. Vers la fin de son service militaire, il avait été affecté à un centre de recrutement à Mallister, où il effectuait les derniers mois de son engagement. Vonda et Lee sont rapidement tombés amoureux, et le père de Vonda, Jim Blackwell, approuvait leur relation. Jim a enseigné à Lee les bases de la mécanique, ce qui lui a permis de trouver un emploi comme mécanicien dans un atelier de dépannage pour poids lourds. Le couple s'est marié le 1er janvier 1977. La famille semblait solide et Lee s'est révélé être une excellente figure paternelle pour Sean. Cependant, vers la fin des années 70, en raison de la crise économique et de la récession, Lee a perdu son emploi. Jim, qui avait de nombreuses années d'expérience en tant que mécanicien dans une entreprise de transport, a aidé Lee à décrocher un poste de chauffeur routier. Pour augmenter leurs revenus, Vonda et Lee ont décidé de travailler ensemble comme conducteurs de poids lourds, ce qui leur permettait de parcourir de plus longues distances en moins de temps. Pendant leurs longues absences de plusieurs mois, Sean vivait chez son grand-père Jim et son épouse Geneva. Au départ, cet arrangement devait être temporaire, mais il a duré 4 ans. Durant cette période, Sean voyait sa mère 4 fois par mois. Sean était scolarisé à Ravija, une petite ville où vivaient les Blackwell. On disait qu'il avait une intelligence au-dessus de la moyenne, qu'il était passionné par l'écriture et le dessin, et qu'il aimait particulièrement recueillir les chats errants. Après 4 années d'économie, Lee et Vonda ont décidé de s'installer sur la côte ouest, afin de gagner davantage d'argent. Sean a alors été retiré de l'école, et la famille a pris la route pour la Californie. Pendant son séjour en Californie, Sean, qui avait alors 8 ans, a été influencé par une nourrice qui lui montrait des livres sur le satanisme et l'occultisme. Fasciné par ce contenu, ses dessins ont rapidement pris une tournure sombre et démoniaque. Après 6 mois passés en Californie, la famille a décidé de retourner en Oklahoma. Sean a de nouveau été inscrit à l'école de Ravija, tandis que Lee et Vonda continuaient à travailler pour une autre entreprise de transport. Leur déménagement constant et leurs absences prolongées laissaient des marques sur Sean, qui cherchait des réponses sur sa place dans le monde, se tournant souvent vers des intérêts obscurs. Lorsque Lee a terminé un contrat d'1 an avec une entreprise de transport à Cushing, la famille a finalement décidé de s'installer définitivement à Mallister. Sean a commencé à fréquenter l'école primaire Will Rogers, où il était discret et posé. Doté d'un intellect supérieur, il répondait facilement aux questions des enseignants,
mais cherchait tout de même à être agréable envers ses camarades et sa famille. Après quelques années, la famille a de nouveau déménagé, cette fois à Pedmont, à l'ouest de Mallister. Dans son nouveau lycée, Sean est devenu plus actif dans les activités sociales, rejoignant les équipes de football et d'athlétisme. Il s'est lié d'amitié avec un élève nommé Richard, partageant son intérêt pour la science-fiction et le jeu Dungeons and Dragons. Très vite, Sean est devenu obsédé par ce jeu, explorant tous les détails de ses personnages et de ses thèmes. Pendant les vacances d'été, Vonda a envoyé Sean dans un camp religieux où il a rencontré une jeune fille et entamé sa première relation amoureuse. Cependant, malgré tout, Lee et Vonda ont une fois de plus répondu à l'appel du travail, déménageant cette fois dans le Colorado en l'année 1983, alors que Sean avait 14 ans. Il pensait qu'il pourrait rester seul à la maison pendant leurs absences, compte tenu de sa maturité et de son sens des responsabilités. Ses parents laissaient Sean seul chez eux pendant leur voyage à travers le pays. Au cours de sa 8e année scolaire au Colorado, Sean a rejoint l'équipe de football et affirmait plus tard avoir eu à cette époque plus d'amis que jamais. Pourtant, leur bonheur dans le Colorado fut de courte durée, car ses parents ont de nouveau déménagé, cette fois de retour en Oklahoma, dans la ville d'Okmulgee, à 1 heure au nord de Mallister. Sean a alors été placé chez la demi-sœur de sa mère et son mari. Bien qu'il n'ait jamais été particulièrement proche de ce couple, il appréciait passer du temps avec ses jeunes cousins, ce qui lui procurait une certaine nostalgie. Cependant, ces déménagements constants ont plongé Sean dans la dépression. Il a tenté d'atténuer sa douleur par l'alcool, puis s'est rapidement tourné vers la marijuana et les amphétamines. Le contraste entre ses parents, qu'il abandonnait sans cesse, et sa tante et son oncle, qui offraient à ses cousins une famille stable et aimante, l'affectait profondément. Cela l'a poussé à s'intéresser davantage au satanisme et à la démonologie. Il passait souvent du temps à la bibliothèque locale, étudiant divers démons et leurs pouvoirs, espérant un jour pouvoir les invoquer. Au cours de l'été de l'année 1984, Sean a eu l'occasion d'échapper un moment à l'ennui de l'Oklahoma lorsqu'il a été invité à rendre visite à des amis dans le Colorado. À cette époque, la panique satanique battait son plein et dans le comté de Weld, dans le Colorado, circulèrent des rumeurs sur des rituels sataniques. Bien que ces affirmations aient été plus tard réfutées comme infondées, Sean était déjà profondément immergé dans l'occulte et affirmait avoir réalisé son premier baptême satanique en Oklahoma. Sean décrivait comment il avait préparé un autel, allumé des bougies noires et blanches et exécuté un rituel où il prêtait allégeance aux forces des ténèbres. Cet acte ne resta pas limité à lui-même, car il attira rapidement ses amis de l'Oklahoma dans ses croyances sombres. Ils fondèrent un groupe appelé The Elimination, avec pour objectif d'éliminer le christianisme. Dans ce groupe, Sean et ses amis décidèrent de transgresser les 10 commandements pour prouver leur loyauté envers Satan. Ils avaient déjà enfreint la plupart des commandements, mais le 6e, « Tu ne tueras point », représentait un défi particulier. Dans la nuit du 7 septembre de l'année 1985, Sean et son ami Richard décidèrent de franchir cette dernière limite. Ils choisirent Robert Bauer, un vendeur dans un magasin local, Circle K, comme leur victime. Robert était né le 8 juillet de l'année 1949 dans l'Ohio et avait servi dans l'armée. Par la suite, il s'était installé en Oklahoma, où il travaillait dans un magasin et gagnait un revenu supplémentaire en vendant de la drogue. Sean affirmera plus tard que Richard avait volé 2 pistolets à son grand-père et que l'un d'eux avait été emporté cette nuit-là dans le magasin. Sean avait tenté de tirer sur Robert, mais avait manqué sa cible. Lorsque Robert s'était retourné pour s'enfuir, Sean lui avait tiré une balle derrière l'oreille gauche. Pourtant, malgré cela, Robert ne s'était pas effondré. Sean et Richard s'étaient alors mis à le poursuivre, et Robert avait glissé et était tombé, offrant à Sean l'opportunité de lui tirer une balle dans le flanc. Par la suite, ils n'avaient pris ni argent ni marchandises.
Il s'était simplement enfui de la scène du crime. Il existe plusieurs versions différentes de ce meurtre. Richard affirmera plus tard qu'il n'avait joué aucun rôle dans l'affaire et que Shaun avait volé l'arme et l'avait emportée sans qu'il le sache. Une autre version suggère que Shaun avait tué Robert parce que ce dernier refusait de lui vendre de la bière. Tôt le matin du 8 septembre de l'année 1985, un groupe de jeunes adultes rentrait chez lui après une soirée en boîte de nuit. Ils s'étaient arrêtés au magasin Circle K, mais n'avaient pas vu l'employé. L'un d'eux avait jeté un coup d'œil derrière le comptoir et remarqué une tasse de café renversée ainsi que du sang éclaboussé sur la caisse enregistreuse. Lorsqu'ils avaient vérifié l'arrière du magasin, ils avaient découvert Robert allongé sur le sol, dans le couloir proche des toilettes. Parmi eux se trouvait une femme travaillant comme infirmière. Elle avait vérifié son pouls, mais n'en avait trouvé aucun. Le corps de Robert était froid au toucher, ce qui signifiait qu'il était mort depuis un certain temps. Les services d'urgence avaient reçu un appel à 2h16 du matin, signalant une scène macabre dans le magasin Circle K, situé à l'angle de Council Road et de la 122e rue, désormais connue sous le nom de 7-Eleven. Le détective Bill Cook était arrivé sur les lieux et avait rencontré les agents de police déjà présents. Au départ, l'hypothèse était qu'il s'agissait d'un braquage qui avait mal tourné, mais en vérifiant la caisse, le détective avait constaté qu'aucun argent ne semblait avoir été volé. Le médecin légiste avait retrouvé le portefeuille de Robert dans sa poche, contenant 98 $, ce qui excluait le mobile du vol. Le détective Cook devait donc explorer d'autres pistes, mais bien que Robert soit connu pour vendre de la drogue, rien ne prouvait que son meurtre y soit lié. Dans les mois qui avaient suivi le meurtre, Shaun et Vonda avaient commencé à travailler comme serveurs dans une pizzeria locale nommée The Parlor. Après cela, Shaun prit une douche, lava le sang sur lui et mit la maison en ordre pour simuler un cambriolage. Il se rendit chez son ami Richard, lui donna l'arme du crime et lui demanda de s'en débarrasser. Le lendemain matin, Shaun exécuta son plan en feignant de découvrir les corps de ses parents. Il demanda à un voisin d'appeler les secours, poursuivant ainsi l'illusion d'un fils innocent qui venait de subir une tragédie. Le détective Ron Mitchell fut chargé de l'affaire et soupçonna immédiatement que la scène du crime avait été mise en scène. Le couple avait visiblement été tué dans son sommeil. Il n'y avait aucun signe indiquant qu'ils avaient entendu un intrus ou tenté de se lever du lit, ce qui était inhabituel pour un cambriolage qui se termine par un meurtre. Les enquêteurs remarquèrent qu'un morceau de bois avait été retiré du rail de la porte coulissante, mais aucun autre signe d'effraction n'était visible. Ils soupçonnèrent que ce bois avait été enlevé de l'intérieur plutôt que de l'extérieur. L'examen de la maison renforça leurs doutes. Les tiroirs avaient été ouverts, mais rien n'avait été véritablement fouillé ni volé. Des objets de valeur comme des pièces de monnaie posées sur une commode et un pistolet de calibre 25 sur la table de nuit étaient restés intacts. Shaun fut interrogé à l'arrière d'une voiture de police où il raconta qu'il était allé travailler à la pizzeria ce matin-là avant de rentrer chez lui et de découvrir ses parents morts. Il expliqua qu'il avait dormi chez son ami Richard la veille. Ses empreintes digitales furent relevées, mais principalement dans le but de les exclure de l'enquête, étant donné qu'il vivait dans la maison. Aucune trace de sang ne fut trouvée sur ses vêtements, mais Shaun admit aux enquêteurs qu'il s'était changé avant de se rendre chez Richard. Bientôt, des rumeurs commencèrent à circuler parmi les adolescents du quartier, suggérant que Shaun avait également tué Robert Bauer 6 mois auparavant. Pendant que Shaun se reposait chez Richard, ce dernier avoua à sa femme que Shaun avait assassiné ses parents et que le pistolet utilisé pour le crime avait été caché dans une bouche de chauffage. Lorsque le détective Mitchell convoqua Richard pour un nouvel interrogatoire, celui-ci finit par avouer toute la vérité. Il conduisit les enquêteurs jusqu'à l'arme du crime, qui était enveloppée dans une serviette et cachée dans une boîte à pizza à l'intérieur d'une poubelle chez son grand-père.
La découverte du pistolet apporta aux enquêteurs des preuves cruciales contre Shawn. Lors de son interrogatoire, Richard avoua également l'implication de Shawn dans le meurtre de Robert Bauer au magasin Circle K. Son récit était totalement différent de celui de Shawn. Richard affirma qu'il n'était pas présent dans le magasin lorsque Robert avait été tué et qu'il s'était seulement contenté d'aider à cacher l'arme. Richard fut arrêté pour son rôle dans la dissimulation des preuves, tandis que Shawn, lorsqu'il se présenta au poste de police, fut immédiatement appréhendé pour le meurtre de ses parents. Bien que Shawn ait refusé de parler durant l'interrogatoire, Richard fournit une description détaillée des événements de cette nuit-là. À ce moment-là, le détective Ron Mitchell déclara au détective Bill Cook « Je crois que nous venons de résoudre l'affaire du Circle K ». Cook, qui s'apprêtait à rentrer chez lui, rejoignit immédiatement Mitchell et prit connaissance du témoignage de Richard, qui permit de relier les deux crimes et d'apporter des réponses clés à l'enquête. À la fin de sa déclaration sur les deux meurtres, Richard ajouta une information cruciale. Shawn lui avait confié que s'il venait un jour à être arrêté, il plaiderait simplement la folie. Et il semblait être sérieux. Shawn Sears fut inculpé de 3 chefs d'accusation pour meurtre au premier degré, tandis que Richard fut inculpé d'un chef d'accusation pour meurtre au premier degré. Ces déclarations affirmant qu'il n'était pas présent au moment du meurtre de Robert Bauer ne lui furent d'aucune aide. Shawn devait être jugé en tant qu'adulte, mais sa défense demanda le transfert de l'affaire devant un tribunal pour mineurs, ce qui nécessitait une évaluation psychiatrique. Comme il l'avait déjà dit à Richard, Shawn comptait exploiter la stratégie de la folie. La première évaluation psychiatrique révéla que Shawn souffrait d'un trouble de la personnalité atypique et montrait des signes de psychopathie. Cependant, la psychopathie n'étant pas considérée comme une maladie mentale pouvant l'exonérer de sa responsabilité pénale, sa tactique échoua. Lors de son procès, Shawn changea de stratégie et affirma qu'il avait été attaqué par des démons alors qu'il était en prison et qu'il n'avait pas conscience de ses actes. Il déclara ne pas se souvenir d'avoir commis les meurtres et affirma n'avoir repris conscience qu'après s'être réveillé dans sa cellule. Cette version des faits contredisait cependant sa capacité à décrire avec précision tout ce qu'il avait fait lors des 2 crimes. Plus tard, Shawn prétendit souffrir d'un trouble dissociatif de l'identité, anciennement appelé trouble de la personnalité multiple, mais ce diagnostic n'apparut que 7 ans après son arrestation et ne fut pas jugé crédible. Malgré les tentatives de la défense pour présenter Shawn comme une victime de possession démoniaque et relier ses crimes au jeu Dungeons & Dragons, le jury le déclara coupable sur tous les chefs d'accusation. L'accusation demanda la peine de mort et Shawn fut condamné à être exécuté par injection létale. Le verdict provoqua une controverse en raison de son jeune âge. Il n'avait que 16 ans au moment des faits. Toutefois, à cette époque, la peine capitale pour les mineurs était encore légale dans l'Oklahoma. De nombreuses organisations tentèrent d'obtenir l'annulation de la condamnation à mort de Shawn, mais sans succès. Lors des procédures d'appel, Shawn mit en avant sa conversion religieuse comme argument pour annuler sa sentence. Il affirma avoir changé et ne plus être la même personne que celle qui avait commis ces crimes. Cependant, sa famille et le personnel pénitentiaire doutaient de la sincérité de sa conversion, estimant que Shawn était manipulateur et qu'il utilisait la religion uniquement pour éviter son exécution. Shawn Sears fut exécuté par injection létale le 4 février 1999. Lors de ses derniers mots, il n'exprima aucun remords pour ses actes, préférant parler de religion et exhorter les témoins de son exécution à se tourner vers Dieu. Ses paroles étaient adressées à ses demi-frères et demi-sœurs, mais il ne présenta aucune excuse pour ses crimes. Shawn fut la seule personne âgée de moins de 17 ans à être exécutée aux États-Unis après le rétablissement de la peine de mort en 1976. Ce n'est qu'en 2005 que la Cour suprême des États-Unis déclara la peine capitale inconstitutionnelle pour les mineurs.
Les affirmations de Shawn sur le satanisme et sa conversion religieuse ne furent rien d'autre que des tentatives de manipulation. Il n'était ni une victime de possession démoniaque, ni un chrétien repenti. Il était un manipulateur narcissique qui exploita son intérêt pour le satanisme et la religion afin de justifier ses crimes et tenter d'échapper à sa responsabilité.